Ronan va nous parler de reconnaissance visuelle d'objets. Quels sont les circuits neuronaux impliqués? Donc, merci. Ben là, je demanderai à tout le monde de fermer son micro pendant la présentation. Puis, on va avoir une période de questions à la fin. OK? Donc, merci, Ronan. Ben, merci Isabelle de m'avoir invité. C'est vraiment un grand honneur de vous parler aujourd'hui de mon tout petit projet qui est toujours un peu dans son enfance. Ça fait que 2 ans que je travaille là-dessus. Donc, la présentation va être pas mal sur les méthodes qu'on a développées pour étudier les circuits qui font la reconnaissance visuelle d'objets chez les souris. Et c'est vraiment un grand honneur d'être ici parce que je regardais les autres présentations, les prochaines séances, et j'ai vu qu'il y avait des professeurs de Harvard et tout ça. Et moi, je suis juste un petit postdoc que je sais que je fais ici, mais pareillement, c'est un grand plaisir d'avoir cette grande opportunité. C'est vraiment un grand honneur de vous parler aujourd'hui. Alors, pour essayer de rendre la présentation un peu plus interactive, j'ai mis aussi des petites périodes de questions à quelques endroits de la présentation pour que vous puissiez poser vos questions. Si jamais il y a quelque chose qui n'est pas très clair, n'hésitez pas à poser vos questions. Et j'aimerais qu'on commence pour se réchauffer avec une toute petite activité. Ça consiste juste simplement, je vais vous montrer une photo et je veux que vous allez dans le chat et que vous m'écriviez que ce que vous voyez. C'est simple comme ça. Et vous avez qu'un seul shot de voir l'image. Donc, je vous demande de regarder votre écran et ce sera parti en 3, 2, 1, go! Alors, écrivez-moi, qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que ça a bien marché? Tout le monde a pu voir c'était quoi l'image? Non? Ok, on va réessayer ça. Oups! OK. Il y avait des gens qui avaient vu la première fois. Ils ont soit un meilleur Internet ou une meilleure perception visuelle que moi. Et là, j'ai juste un peu de difficulté à voir le chat. Donnez-moi juste un instant, je pense que je vais devoir sortir de ma présentation pour aller voir le chat. Le chat. Voiture et rue, bien, rue, boulevard, rue en ville, rue avec voiture et un feu en ville. Ok, super. Rue avec auto, donc nous avons des éléments rue, voiture, des autos, en feu de circulation. Est-ce que c'est tout? D'autres choses? Il y a une voiture, une tempête de neige. Ok, c'est bien, c'est super. Bon, bravo tout le monde. Effectivement, voici l'image que nous avons vue. Oups. Et c'était effectivement une scène d'une rue avec une voiture, avec des feux de circulation. Il y avait aussi des personnes qui se promènent sur la rue. Il y en a beaucoup ici. Il y a des arbres, donc il y a des gens qui ont dit boulevard. Donc effectivement, avec des arbres, avec des bâtisses et tout. Mais ce qui est remarquable dans ce petit exercice que nous faisons, c'est que je vous ai montré la photo pour la première fois par seulement un quart de seconde. Ça a été 200-500 millisecondes que la photo a été sur les écrans. Et malgré ça, les personnes qui ont pu voir la photo, ils ont été capables de reconnaître que c'est une rue avec des voitures. Dans cette toute petite fraction de temps, qui est quand même très remarquable d'être capable d'extraire tant d'informations d'une image dans une si courte période de temps. Et ici, voilà un exemple d'un logiciel qui fait la même chose que votre cerveau vient de faire, qui est capable de prendre cette image-là. Est-ce que vous voyez ma souris? Quand je pointe sur Oui. l'écran, je vais le changer pour le laser pointer pour que ce soit plus évident. Donc, c'est un logiciel qui est capable de reconnaître c'est où de certains objets dans cette image, notamment des voitures, des feux de circulation qui sont marqués ici et des personnes. Et voici un autre exemple d'un logiciel qui fait une chose un peu pareille, mais cette fois-ci en temps réel.
C'est un logiciel qui reconnaît encore des personnes, des voitures, des feux de circulation, un camion, une personne sur un vélo avec un sac à dos. Et tout ça, comme vous voyez, il est capable de remarquer la région de l'image qui représente chacun de ces objets. Moi, je trouve cet exemple vraiment formidable, comment ton logiciel est capable de reconnaître autant d'informations dans l'image. Mais malgré ça, vous voyez bien que c'est pas tout à fait parfait, la reconnaissance, parce qu'il attribue des fois des marques erronées, comme ici le petit front de la pharmacie qui est reconnu comme un autobus. Donc, c'est clairement une erreur du logiciel. Et en plus, il ne reconnaît pas beaucoup de choses comme les consignes de circulation, comme les plaques ici, ou les bâtisses ne sont pas reconnues par le logiciel. Et tout ça, ce sont des informations que notre cerveau sont capables de capter instantanément. Alors, c'est ça le background un peu de la situation. Comment est-ce que nous, notre cerveau ou des logiciels, comment est-ce qu'on peut extraire de l'information pour reconnaître des objets à partir des images? Et là, juste pour vous donner un petit background, je vous parle de la décomposition d'images dans le contexte d'analyse d'images. Parce que les images qu'on voit dans la vie réelle, ce n'est qu'évidemment la réflexion de la lumière qui arrive sur les objets, qui rentre dans nos yeux, qui cause une certaine perception. Donc, l'idée, c'est que une image, c'est la représentation d'un stimule visuel, comme ici, nous avons le petit cute bébé avec son grand sourire, qui est représenté sur mon ordinateur par plusieurs pixels qui codifient les couleurs que vos écrans sont en train d'afficher chez vous. Mais pour extraire l'information de ça, on va commencer par changer un peu la représentation de cette image dans une forme un peu plus simple, juste pour la compréhension. Alors, la décomposition d'image, ça consiste de extraire les informations de chaque élément de cette image-là et les transformer à travers de plusieurs couches de représentation. Donc, on commence avec une représentation très simple où dans les détecteurs primaires, c'est soit les pixels d'une caméra ou dans les photorécepteurs de notre rétine, où chaque élément représente seulement l'intensité de la lumière dans des régions spécifiques de cette image. Ensuite, nous avons une prochaine couche qui va combiner les informations de ces éléments de la première couche et vont transformer cette représentation-là dans un concept un peu plus complexe. Par exemple, cet élément-ci, il reconnaît une région noire à gauche, une région claire à droite, donc ça forme un bord. Et là, cet élément est capable de représenter des bords qui sont foncés à gauche, clairs à droite. Il y a aussi d'autres éléments qui représentent le contraire. Aussi des éléments qui représentent des lignes diagonales dans l'autre sens ou horizontales. Comme ça, en combinant les éléments de la première couche en des représentations plus complexes, nous partons simplement de petits points de lumière à des représentations des éléments qui sont capables de représenter des formes géométriques simples. Et comme ça, successivement, alors, à la prochaine couche, nous pouvons combiner ces éléments de la deuxième couche pour former des représentations encore plus complexes. Donc, des textures ou des courbes. Et comme ça, successivement, à travers plusieurs couches, nous pouvons finalement nous retrouver avec une représentation d'un concept assez complexe et abstrait, comme un sourire. Et ce qui est important là-dedans, c'est de comprendre que tous ces processus de transformation, nous partons d'une représentation qu'on appelle une représentation d'haut niveau dimensionnel, c'est-à-dire que ça nous prend beaucoup d'éléments pour représenter un concept comme un sourire à la première couche. En faisant cette transformation, nous sommes capables de diminuer les niveaux dimensionnels, c'est-à-dire que nous avons besoin de moins d'éléments pour représenter des concepts complexes comme un sourire. Et ici, évidemment, je vous parle, c'est un concept générique de comment ça fonctionne le traitement et l'analyse d'images.
Et ces concepts ont été évidemment créés par des humains qui ont conceptualisé tout ça, mais largement inspirés de la façon dont fonctionnent les systèmes visuels chez les animaux. Donc, si je vous montre un exemple, c'est le système visuel, un schéma du système visuel d'un singe ou d'un primate. Il inclut nous, les humains, où nous avons plusieurs couches aussi. Nous avons la rétine qui capte les informations visuelles, qui ensuite envoie les informations au nucléus géniculé latéral du thalamus. Et ensuite, l'information s'en va au cortex visuel primaire. Et là, ça recommence encore plusieurs couches dans la hiérarchie visuelle du système nerveux. Et ce qui est intéressant là-dedans, et aujourd'hui, je vais vraiment vous parler juste du cortex. C'est connu qu'il y a beaucoup de traitements d'informations qui se passent au niveau sous-corticaux, la rétine et le thalamus. Mais c'est aussi connu que le traitement d'informations au niveau du cortex, il ne dépend pas directement de ces informations sous-corticales. Donc, pour simplifier l'affaire, on va juste parler du cortex aujourd'hui. Et dans la séquence de régions visuelles du cortex, nous avons aussi deux choses. La première, c'est à mesure qu'on avance d'un niveau hiérarchique plus bas vers un niveau plus élevé, le champ récepteur de chaque neurone, c'est-à-dire la région de champ visuel qui est importante pour cette neurone-là, devient de plus en plus grande à mesure qu'ils sont recombinés par les neurones de la prochaine région. Et aussi, les traits visuels qui activent les neurones de chaque région deviennent de plus en plus complexes. Par exemple, au cortex visuel primaire, nous avons surtout des neurones qui vont reconnaître des lignes et des bords, comme dans la première couche de l'exemple générique que je vous ai montré tantôt. En passant au cortex visuel secondaire, nous trouvons des formes un peu plus complexes, ensuite des objets, jusqu'à ce que ça remonte à des neurones qui sont capables de reconnaître des visages. Et non seulement des visages, c'est une histoire assez intrigante qu'on peut trouver dans cette région du lobe temporal inférieur des primates, des neurones qui sont capables de répondre à des visages de personnes spécifiques. Il y a un exemple qui est très connu, que c'est le neurone Jennifer Aniston, qui a été trouvé lors d'une étude chez des singes. Et cette neurone-là répondait à l'image de Jennifer Aniston, mais aucun autre visage dans tout le dataset avec quelques milliers de visages différents. Donc, c'est assez intriguant. Comment est-ce qu'on peut avoir une neurone individuelle qui peut reconnaître le visage d'une seule personne? Donc, c'est exactement ça la question qui est au cerne de mon projet. Comment est-ce que les neurones, avec leur petite connexion, avec leurs petites synapses, ils sont capables de processer, de computer les informations visuelles à partir des images? Et là, la majorité de ce qu'on connaît sur le fonctionnement du système visuel, ça vient de recherches conduites chez les primates, singes et humains y inclus. Et le système visuel des primates, comme vous voyez dans ce diagramme, it's complicated. Ici, c'est juste un exemple de toutes les connexions, de toutes les régions du système visuel des primates connues à l'époque de 1991. Donc, vous voyez ici, ça commence à la rétine, ça passe par le thalamus, au cortex visuel primaire. De là, il y a tellement un gros tangle de connexions entre des petites régions qui, chaque région, il y a un rôle très particulier dans le traitement d'informations, que ça serait juste impratique d'étudier ça sur les singes parce que c'est quand même compliqué de faire la recherche avec des singes au niveau éthique et technique. Donc, voilà, c'est limité ce qu'on peut faire avec des primates. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on change de modèle. C'est pour ça que nous, notre laboratoire, on étudie les souris. Les souris sont beaucoup plus petites,
sont plus faciles à entretenir. Et pendant plusieurs années, les scientifiques qui étudient la vision, ils s'intéressaient pas trop par les souris parce que ce sont des petits animaux nocturnes, des animaux qui ont une acuité visuelle assez basse, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de reconnaître des détails très fins dans une image. Et c'était cru que les souris, ils utilisaient plutôt la touche pour reconnaître des objets plutôt que la vision. Mais au cours des 20 dernières années, cette idée-là a changé beaucoup parce que en faisant un test cognitif qu'on appelle le test de reconnaissance des nouveaux objets, c'est-à-dire le test consiste de mettre une souris dans une chambre avec deux objets identiques qu'on laisse la souris ou les rats s'habituer. Et après un certain intervalle de temps, on change l'objet, un des deux objets. Et là, normalement, l'animal, il va interagir plus avec les nouveaux objets qu'avec l'objet qu'il connaît déjà. Et ces tests-ci, donc au début, ça se faisait simplement en plaçant les objets, mais en faisant des versions de ce test-ci où l'animal n'a pas le droit de toucher l'objet. Il y a comme une paroi transparente, donc l'animal peut que voir l'objet d'une certaine distance. C'est rendu connu que les souris sont effectivement capables de reconnaître l'objet juste basé sur leur vision. Donc ça a été un début et qui a encouragé les scientifiques à aller chercher à utiliser les souris pour étudier les systèmes visuels. Alors, juste une petite comparaison de, de les structures du système visuel d'une souris par rapport à celle du singe. La première chose que vous allez remarquer, c'est la différence d'échelle entre les deux images que je vous montre ici. Euh, Évidemment, le cerveau d'un singe est beaucoup, beaucoup plus grand que celui d'une souris. Mais malgré ça, nous trouvons une structure anatomique et fonctionnelle assez complexifiée sur le cerveau des souris. En plus, sûrement qu'il y en a entre vous qui connaissent ça déjà, mais chez les singes, nous avons deux importantes chaînes de flux d'informations, soit la chaîne dorsale ou la chaîne OU, qui est spécialisée à codifier la localisation et la direction de mouvement d'objets. Donc, elle est spécialisée à répondre à des stimuli qui bougent et qui bougent vite. Et nous avons aussi la chaîne ventrale ou la chaîne QA, qui est celle qui est responsable pour reconnaître les détails dans la scène visuelle et d'assigner des identités à des objets reconnus. Chez les souris, nous n'avons pas encore tout à fait retrouvé des chaînes pareilles. Les scientifiques essayent ça depuis plusieurs années, mais on est toujours un peu au début d'attribuer des fonctions à chacune des subdivisions du système visuel. Et c'est justement sur cette question-là que mon projet est centré, de trouver, OK, chez une souris, c'est où la région qui fait la reconnaissance des objets et, et quelles sont les connexions là-dedans qui sont importantes pour cette reconnaissance d'objets. Alors, ça, c'était la petite introduction. Est-ce que nous avons des questions jusqu'à là? J'ai une question sur le chat par rapport au logiciel de reconnaissance d'objets de Steven. Steven, est-ce que tu veux poser ta question? Tu peux enlever ton mute. C'est déjà posé. Je voulais savoir, quand tu as montré la sortie de ce que faisait le logiciel, qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce que c'était juste suivre les contours des formes dans l'image? Oui, c'est ces deux choses-là. D'abord, de trouver les objets dans l'image et de trouver quels sont les pixels qui font partie de cet objet-là. Donc, de mettre un masque sur l'objet pour le retrouver n'importe où dans l'image. Les logiciels de classification, au début, ils avaient comme objectif juste classifier, ça c'est une photo d'une rue, ça c'est une photo d'une voiture. Mais ils ne disaient pas où dans l'image était l'objet qui reconnaissait. Donc ça, c'est une évolution
des logiciels d'apprentissage profond qui a été développé assez récemment. Je pense que ce logiciel-là, il date de 3 ou 4 ans à peu près. Et le logiciel est capable de faire quoi, hein? Si on donne une scène dynamique où le même objet apparaît, puis ensuite disparaît, et puis revient, il reconnaît. Oui, ça c'est justement une limitation de ces logiciels-là, c'est qu'ils sont juste capables de reconnaître les objets qui ont été entraînés pour trouver. Donc ces logiciels-là spécifiquement, il est juste capable de trouver des personnes, des voitures, des camions, des autobus, des sacs à dos. euh, Bref, une liste d'objets que la personne qui a développé le logiciel va l'entraîner pour trouver. Fait que celui-là, il est vraiment je ne sais pas s'il y avait une application pratique pour laquelle il a été développé, mais c'est ce qu'il fait. Et pour la deuxième question, si c'est pour la hiérarchie qu'on connaît de Hubel and Weasel et ainsi de suite, tu as traité ça de concept et de représentation. Je voulais savoir ce que tu voulais dire par ça. C'est-à-dire que le début avec Hubble and Weasel, quand ils ont trouvé qu'il y avait des cellules spécifiques dans les cortex visuels primaires, d'abord des chats qui sont capables de reconnaître des low-level features, comme on dit, c'est que la représentation, comme des lignes ou des traits visuels, des bas niveaux, c'est assez... c'est quoi les mots? C'est assez concret. C'est une chose simple à comprendre on peut l'exprimer dans une image. Mais à mesure qu'on part du cortex visuel primaire vers les régions plus élevées dans l'hiérarchie, on n'est plus capable de représenter le type d'information qu'un neurone extrait de l'image parce que le concept devient trop abstrait. Comme on ne peut pas représenter dans une image toutes les possibilités de sourires différents parce que chaque sourire est un petit peu différent. C'est ça que ça veut dire être un concept abstrait. C'est il encompasse plusieurs variantes d'une certaine idée. Est-ce que ça répond à la question? Un peu, oui. Je vais écouter à partir de maintenant. OK. Alors, une autre question de Lauriane. Est-ce que tu veux te muter pour poser la question? Oui, bonjour. En fait, j'avais une question par rapport aux études que vous faites, comme que vous avez expliqué par rapport aux souris. Je voudrais juste savoir si les études que vous faites sont faites de manière éthique puis sans danger, en fait, pour les souris. Oui, absolument. Toutes nos expériences sont surveillées par les comités d'utilisation animale. Et nous suivons les règles établies par l'Institut neurologique de Montréal, où mon laboratoire est lié, et aussi de McGill. Et évidemment, il y a certains... on fait, je vais vous montrer bientôt, mais on fait des chirurgies avec des souris, mais on fait tout ça d'une façon qui minimise la souffrance de la souris. Donc, on ne cause pas de grosses douleurs aux souris. On s'assure de la qualité de vie de ces animaux-là pendant toute leur vie, qu'on les garde au laboratoire. C'est sûr qu'il faut absolument suivre toutes les règles d'utilisation animale. C'est une question très importante. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, continuons. Là, je commence justement à rentrer dans la question méthodique. On a donc chez les souris un modèle qui est versatile, assez simple et qui nous offre plein d'outils qui nous permettent d'explorer la fonction du système visuel. Alors, la méthode que nous utilisons au laboratoire, c'est surtout l'imagerie d'activité neuronale. Et pour ça, nous utilisons une souris qui a un transgène qui est l'indicateur de calcium fluorescent, s'appelle JR-Gecko 1A, mais ça, le nom, c'est pas très important, qui est sous le contrôle d'un promoteur Taiwan, c'est-à-dire c'est un transgène, une protéine qui indique le niveau de calcium dans les cellules et qui est localisé partout dans le cerveau. Donc,
j'ai mes souris, je fais une petite chirurgie pour installer une fenêtre crânienne qui va ensuite me permettre de observer l'activité des neurones sous un microscope. Nous installons aussi une barre métallique qui va me permettre de fixer la souris sur le microscope pendant un bout de temps. Et ça a de l'air à ça. Donc ici, c'est le microscope avec sa lentille et la souris installée sur le microscope. J'ai aussi un écran d'ordinateur devant la souris qui montre des images. Donc la souris passe une quantité de temps sur le microscope en regardant le petit vidéo. Entre-temps, avec le microscope, j'enregistre l'activité neuronale. Donc vous pouvez voir de temps en temps sur l'image, sur les vidéos ici, qu'il y a comme des flashs qui est la fluorescence émise par l'indicateur de calcium. Et ici, c'est un exemple d'imagerie wide field, comme on dit, qui me permet d'observer une grande région du cerveau. Ici, c'est un cercle d'un diamètre d'à peu près 5 mm. Mais aussi, on peut utiliser un microscope en mode de 2 photons pour faire l'imagerie à 2 photons qui me permet d'observer des neurones individuels, où ici, chaque petit cercle que vous voyez, c'est un neurone individuel. Et comme ça, nous pouvons mesurer l'activité des neurones en réponse aux images qu'on montre aux souris. Donc, avec cet outil-là, la prochaine chose que nous faisons, c'est de sectionner les cortex visuels en utilisant une technique qu'on appelle la cartographie rétinotopique. C'est-à-dire que nous essayons de relier des régions physiques du cerveau à des positions dans le champ visuel. Pour faire cela, nous avons un stimule qui consiste d'une barre qui clignote comme ça, que nous montrons à la souris sur l'écran et qui bouge de gauche à droite ou d'en bas vers en haut. Et vous voyez qu'à mesure que la barre traverse l'écran, il y a comme une vague d'activité qui traverse la surface du cerveau de la souris. Comme ça, nous faisons une analyse qui essaye de relier la position de cette vague à la localisation du cerveau. On utilise un outil mathématique qu'on appelle la transformation de Fourier, qui est un peu trop complexe. Honnêtement, je ne pourrais pas expliquer en détail comment ça fonctionne, mais l'idée générale, c'est que ça essaye de trouver quand, mettons dans cette région ici, en bleu, où toutes les régions de l'image qui sont colorées en bleu, c'est des régions qui ont eu un maximum de signal quand la barre était dans le coin droit de l'écran. Et par rapport à ça, nous avons les régions rouges qui ont eu le maximum d'activité quand la barre était dans le coin gauche. Et comme ça, nous avons un continu de la représentation spatiale de la localisation du stimulus sur la surface du cerveau. Et nous calculons ensuite des gradients, c'est-à-dire pour chaque petit pixel, dans quelle direction la barre bougeait-elle. Par exemple, si nous avons ces pixels ici, la barre s'en allait d'en bas à droite, du coin vert, en direction au rouge, donc un peu en haut à gauche. Pour cet autre pixel ici, la barre s'en allait d'en haut vers en bas, et successivement pour chacun des petits pixels de l'image. Ensuite, nous calculons cette direction pour les exemples où la barre bougeait horizontalement et aussi pour les exemples où la barre bougeait verticalement. Et en calculant le sinus de l'angle entre les gradients, et c'est un peu mélangeant, je comprends, c'est pas si important, mais ce qui importe, c'est qu'on peut segmenter les différentes régions du cerveau selon si la vague d'activité, comme celle qu'on voyait ici, bougeait dans la même direction que la barre physique, visuelle, ou dans une direction opposée. Si je remonte un petit peu ici, oups, juste une seconde. Vous allez noter qu'il y a cette barre ici
qu'à mesure que la barre visuelle bouge de gauche à droite, la vague d'activité va de droite à gauche. Donc, la représentation de l'espace visuel sur cette région est une réflexion de l'espace visuel réel. Par rapport à ça, si vous allez, il y a, là où ça commence, il y a une deuxième barre ici qui, elle, la bouge de gauche à droite, c'est-à-dire la même direction que le stimule visuel bouge. Donc, c'est une représentation non reflétée, une représentation directe. Et donc, tout ce que je viens de vous montrer, c'est une façon de calculer, c'est là, est-ce que la représentation pour chaque pixel est la même, est une version reflétée ou une version non reflétée du champ visuel. Et cela nous permet de segmenter les régions, les différentes régions du cerveau. Comme un exemple ici, où je compare ces maps fonctionnelles, comme je le calcule, avec les maps anatomiques, nous pouvons identifier les cortex visuels primaires et toutes les autres régions latérales, donc qui ont leur propre représentation du champ visuel. Et ça nous donne des repères pour trouver sur le cerveau de la souris les différentes régions. Et lorsqu'on a cette carte-là, nous pouvons ensuite choisir des régions d'intérêt, comme mettons si je veux mesurer l'activité des neurones au centre du cortex visuel primaire. Je peux définir cette région sur ma carte et selon les vaisseaux sanguins que nous voyons, quand je passe en mode 2 photons, j'essaie de retrouver les mêmes vaisseaux et je peux définir une région d'intérêt où je peux focuser mon enregistrement jusqu'à ce que je puisse voir les neurones individuellement. Donc, une fois que je suis dans la région d'intérêt, je peux montrer encore le stimule visuel et enregistrer comment la fluorescence des neurones varie lorsque je montre chaque image. Et vous pouvez noter, c'est plus facilement visible sur l'image à droite qui est juste la fluorescence sur la baseline, qu'à chaque fois qu'il y a une image, il y a une portion de neurones qui s'allume. Et c'est cela ce qu'on cherche. C'est les fluctuations ou les augmentations de fluorescence qui arrivent à chaque neurone ensuite des stimules. Et donc, à partir de ces vidéos-là, nous utilisons un logiciel qui s'appelle Suite2P, qui est un pipeline automatisé pour extraire les signaux de calcium à partir de chaque vidéo. Donc, je fournis mes vidéos. Le logiciel, la première chose qu'il fait, c'est de retrouver sont où les cellules, un peu comme le logiciel que j'ai montré au début, qui reconnaît des objets. Il est capable de retrouver sont où les cellules et de placer un masque, c'est-à-dire définir lesquels pixels font partie de chaque cellule. Et ensuite, il est capable d'extraire la fluctuation du signal de calcium pour chacune de ces cellules-là. Donc, dans cet exemple ici, je dirais j'ai peut-être 200 cellules desquelles je peux obtenir les signaux de calcium. Et vous voyez qu'il y a toutes sortes de réponses ici dans ces graphiques. Chaque ligne, chaque petite trace en bas, ça exemplifie un moment quand il y a eu une image qui est apparue dans l'écran. Donc, il y a des cellules comme cellule numéro 2 qui répond pas mal à toutes les stimules. Il y a des cellules comme cellule 5 qui ne sont pas vraiment en train de répondre à grand chose. Il y a des cellules comme cellule 8 qui vont répondre moins souvent, mais très fortement à des stimules très spécifiques. Donc, une fois que nous avons cette information-là, la prochaine étape, c'est d'essayer de retrouver des neurones qui sont capables de chercher des objets spécifiques dans les images. Pour ça, dans le fond, il y a eu un petit truc dans mon chat des images. Et donc, j'ai regroupé un set d'images qui contient 10 000 images à partir d'un repositoire en ligne qui s'appelle ImageNet, qui est très connu chez les personnes qui développent des logiciels de classification d'images.
Donc, ImageNet, il fournit des milliers d'images et chaque image a une identité de ce qui est décrit dans cette scène-là. Ici, je vous montre ces exemples d'images, comme j'ai une photo d'un piège à souris, une grue, un planétarium, une photo de chien, un toit et un joueur de baseball. Et comme vous voyez, là, c'est pas comme ici, nous avons une photo qui est classifiée comme une image de chien, mais il y a d'autres éléments dans l'image. Et à partir de ces images-là, donc dans le fond, nous pouvons montrer aux souris et je m'excuse. Oui, et là, nous pouvons enregistrer la réponse pour chaque image. Et aussi, nous pouvons faire une autre analyse avec des images qui nous permet de trouver la similarité entre chaque image en utilisant une hiérarchie sémantique qu'on appelle WordNet. Donc, WordNet, c'est comme un dictionnaire, dans le fond, où nous pouvons prendre les identités ou les classifications de chacune des images. Ici, vous voyez les 6 exemples, et les placer dans une hiérarchie. C'est-à-dire que nous avons des concepts plus génériques, comme juste entité, et des concepts plus spécifiques qui sont placés dans l'un dans les autres. Et en retrouvant c'est quoi les nœuds dans cet arbre hiérarchique qui regroupe deux mots, nous pouvons établir combien de mots sont ressemblants au niveau sémantique. Par exemple, si nous prenons les deux mots Ibis&Hound et joueur de baseball, les nœuds qui regroupent ces deux concepts ensemble, c'est le concept mammifère. Donc, c'est un concept assez spécifique parce qu'il est profond dans la hiérarchie. Similairement, les mots qui regroupent, ou les concepts qui regroupent piège, souris et grue, c'est le concept appareil, qui est aussi un concept assez spécifique. Pourtant, le seul concept qui regroupe toutes les 6 ensemble, c'est le concept objet physique. Et lui, il est un concept qui est assez, pas très profond dans l'hiérarchie, c'est-à-dire c'est un concept très générique. Donc, les 6 mots que nous avons ici, ils ne sont pas très similaires sémantiquement les uns aux autres. Alors, avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, l'expérience consiste à enregistrer les réponses des neurones à chacune des 2500 images. À partir de ces images, je trouve les 5 d'elles qui ont causé les réponses les plus fortes pour chaque neurone. Ensuite, je trouve les nœuds dans WordNet qui regroupent ces 5 images et je sélectionne des neurones qui répondent à des images groupées par des nœuds qui sont profonds dans l'hiérarchie. Donc, comme ça, je peux séparer des neurones qui vont juste répondre à des photos qui sont complètement différentes les unes des autres, des neurones qui vont essayer de reconnaître des objets spécifiques qui sont représentés dans ces images-là. Et ici, je vous donne quelques exemples. Ici, nous avons 4 cellules qui ont passé dans ces tests, c'est-à-dire qui ont été capables de trouver un objet assez spécifique. Comme par exemple, ici, nous avons une cellule du cortex visuel primaire qui est capable de reconnaître certains objets. Donc, ce n'est pas un objet spécifique, mais c'est des objets par rapport à des scènes ou de la nature. Donc, nous avons un pont, un joueur de baseball, un lit, un joueur de football, un phare. Et nous avons d'autres exemples. Donc, des cellules qui vont reconnaître des artefacts sont les plus communes chez des cellules qui reconnaissent quelque chose de spécifique. Et ma cellule préférée de toutes, que j'ai trouvé une seule jusqu'à présent, c'est cette cellule-ci, qui a été stimulée le plus fortement par des images d'animaux. Ici, un hérisson, un écureuil. Ici, je ne vois pas très bien c'est quoi l'animal. Ou une panthère ou un guépard. Donc, c'est une espèce de filtre, toutes ces pipelines ici, qui me permet de reconnaître des neurones qui sont capables de répondre à des objets spécifiques. Pourtant,
ceci dit, c'est un filtre bien nice qui me permet de trouver des choses intéressantes, mais qu'est-ce qui me garantit que ce n'est pas juste par chance, mettons, cette cellule ici, qui, elle a passé le filtre comme une cellule qui est capable de reconnaître des objets, mais en même temps, si on regarde les images, nous voyons qu'il y a toujours une ligne, un contraste entre une région claire et une région noire, ici, à peu près, dans cette région de la photo. Ces contrastes-là, c'est un trait visuel de bas niveau parce que peu importe ce qui est dans l'image, nous avons une photo d'une harpe, une photo d'une personne avec un chapeau, une photo de dessin, mais c'est pas l'objet tant que tel que le neurone est en train de reconnaître, c'est plutôt le trait visuel du petit contraste que nous voyons dans cette région de photos. Et donc, pour éliminer des cellules qui sont en train de reconnaître ces traits visuels de bas niveau, justement, c'est l'analyse que je suis présentement en train de faire, d'essayer de faire la décomposition des images pour séparer les traits visuels différents. Ici, je vous montre un petit exemple de la première photo de la souris où je peux séparer, je peux décomposer l'image en ces traits visuels de bas niveau, c'est-à-dire des lignes verticales, des lignes horizontales ou des lignes diagonales. Et comme ça, en faisant cette décomposition et ensuite comparant chaque élément des différentes photos entre elles, je peux trouver si les images ont des traits visuels de bas niveau similaires entre eux. Et donc, je peux essayer de trouver des cellules qui reconnaissent des objets spécifiques qui appartiennent à une catégorie sémantique profonde de WordNet, mais qui n'ont aucun trait visuel de bas niveau. Et ça, c'est une analyse que je suis en train de faire présentement. Donc, dès que ma présentation sera finie, c'est la chose à faire ensuite, peut-être lundi. Et c'était un peu confus à certains moments, mais est-ce qu'il y a des choses que je pourrais vous clarifier? Avez-vous des questions? Ne vous gênez pas. OK, pas de questions. Est-ce que tout est clair? OK, c'est bon. On va continuer d'ailleurs. Et maintenant, je vais vous parler d'une autre partie du projet que nous faisons en collaboration avec le laboratoire de Blake Richards au MILA. C'est un institut qui fait surtout la recherche sur les logiciels d'apprentissage artificiel. Et essentiellement, il y a un grand problème sur tous les projets que je viens de vous présenter, qui est que nous sommes limités à... Nous avons un biais dans notre design de recherche qui est, nous sommes limités aux images que nous sélectionnons de montrer aux animaux. Donc, je suis en train de montrer à mes souris de 1500 photos que j'ai pigées de l'Internet dans le site, mais que pour la souris, ça veut peut-être rien dire. Un joueur de baseball pour une souris, c'est un truc qu'elle n'a jamais vu, qu'elle va jamais voir. Et ça se peut que leurs neurones sont juste pas capables de reconnaître les objets qui sont présents sur ces images-là. Donc, quand on veut savoir ce que veut voir un neurone, qu'est-ce qu'on peut faire? Autre que retrouver le plus grand nombre d'images qu'on peut et juste de le montrer pour voir ce qui fait répondre la neurone. Donc, il y a deux études assez récentes qui sont vraiment très intéressantes, qui ont abordé ces problèmes-là. Et le premier, c'est une étude faite chez les singes sur la région du cortex visuel qui reconnaît des visages, les lobes inférieurs temporaires. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont développé un logiciel qui est capable de prendre les réponses d'un neurone
et de créer de nouvelles images qui vont essayer de stimuler ces neurones-là. Donc, mettons, nous avons un singe, nous montrons une photo. Donc là, c'est une image abstraite d'une chose qui n'est rien vraiment. On montre au singe une séquence de 40 images comme ça, et on enregistre les réponses de cette neurone-là à chacun des images. Et chaque image, dans ce cas, elle a un code qui la représente. Donc, c'est un code qui est utilisé par un logiciel générateur qui produit de nouvelles images à partir de ces codes-là. Donc là, nous avons un dataset de 40 images. Nous prenons les 10 images qui ont causé les réponses les plus fortes sur ces neurones-là et nous allons faire une récombinaison, un peu comme un code génétique, du code qui représente chacune de ces images. Donc, nous avons les 10 codes des images qui ont stimulé les neurones, plus 30 nouveaux codes, c'est une récombinaison de ces images-là. On fournit ces codes au réseau générateur profond qui va générer de nouvelles images qu'on va montrer encore au singe qui va générer de nouvelles réponses. Comme ça, nous avons un cycle qu'on peut utiliser pour évoluer des images. On part de rien et peu à peu, on adapte les images pour essayer de trouver une image qui va stimuler très fortement cette neurone-là. Donc ici, je vous montre, c'est un exemple d'une expérience comme ça où nous avions un neurone enregistré chez les lobes inférieurs temporales. Et la première image était celle-ci, donc vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose. Et à chaque génération du cycle, vous pouvez voir que l'image change peu à peu jusqu'à ici. Nous voyons une image qui ressemble beaucoup à un singe. Donc, c'est-à-dire, c'est un cercle je peux zoomer un peu sur l'image pour que vous voyez mieux. Mais vous voyez un cercle clair avec des petits points noirs qui ressemblent à des yeux, avec un autre truc à côté qui ressemble à une oreille. Et cette image-là, donc c'est une image qui a été créée d'une façon non biaisée et à partir à l'hasard, plus ou moins. Donc c'est une façon où le neurone a pu dire à nous quel type d'information il cherche dans une image. Et cette étude, ils ont regardé plusieurs neurones en comparaison aux images naturelles au même temps. Donc, ils ont trouvé plusieurs neurones. Un neurone qui répond à des images de singes. Quand on laisse évoluer une image qui va le stimuler optimalement, on retrouve aussi des images qui ressemblent à des singes. Un autre neurone qui répond à des images d'humains, surtout des images de gens habillés comme les personnes de l'animalerie que l'animal voit. Cette neurone-là va générer une image qui ressemble un peu à ça aussi. Donc, c'est une méthode qui a causé une grosse fureur chez les chercheurs visuels parce qu'on peut appliquer cette méthode-là sur n'importe quel neurone du système visuel et on peut trouver quel type d'image un neurone veut voir. Et il y a eu une autre étude, cette fois-ci chez les souris, qui utilise une approche un petit peu différente, qui part d'une séquence d'images naturelles qu'on montre aux souris. Nous enregistrons l'activité neuronale en réponse à ces images et on utilise ces données-là pour entraîner un réseau d'intelligence artificielle qui essaye de créer un modèle de la réponse de ces neurones-là. Donc, en créant ces modèles-là, nous pouvons donc artificiellement, in silico, trouver une image qui sera optimale pour stimuler les neurones version biologique. Et c'est ça ce qu'ils ont fait cette étude, c'est d'aller revoir avec l'image générée à partir du réseau artificiel si l'image était capable de stimuler les neurones et effectivement, ils ont trouvé que oui. Donc ici, c'est des exemples d'images générées à partir de neurones du cortex visuel primaire des souris. Donc nous voyons qu'il y a beaucoup d'images qui sont juste des bords
comme ça et ça, mais aussi des formes un peu plus complexes, comme des courbes ou des petites textures. Et ce que nous voulons faire ensuite, c'est un peu une combinaison de ces deux modèles où et ça c'est la partie qui est vraiment en collaboration avec Arna Ghosh au laboratoire de Blake Richards, où nous prenons les réponses à chacune des 2500 images que je montre aux souris. Arna est en train de développer ces réseaux neuronaux profonds qui est capable de prédire la réponse d'un neurone biologique à partir d'une image. Une fois ces modèles créés, et c'est les bouts qui prennent vraiment beaucoup de temps pour entraîner, nous pouvons aller in vivo avec la souris sous le microscope, montrer un plus petit nombre d'images et réentraîner juste la dernière couche de ces modèles-là pour être capable de prévoir, avec moins d'images, de stimuli, d'essayer de modéler le neurone in vivo pour générer les stimuli optimaux pour ces neurones-là, pendant qu'on est in vivo avec la souris sous le microscope. Et en faisant ça, nous pouvons finalement nous promener partout sur le cortex visuel, essayer de trouver pour chaque région quels sont les traits visuels qui sont capables d'activer le neurone. Et comme ça, peut-être, on va trouver finalement, comme nous trouvons sur le singe, une chaîne hiérarchique où nous partons des traits visuels simples, comme des lignes droites, à des cercles, à des formes un peu plus complexes, et peut-être dans une région qu'on ne connaît pas encore. Peut-être qu'on va trouver des neurones qui sont capables de reconnaître des visages de souris. Et une fois que nous ferons ça, pour l'avenir un peu, pour revenir à la question, c'est quoi les computations qui font les neurones individuellement? Nous planifions à employer une technique de traçage de circuits monosynaptiques. Ça consiste à identifier un neurone de départ. Donc, en utilisant, je peux montrer une séquence d'images à la souris et trouver un neurone qui reconnaît, mettons, d'autres visages de souris. Et je peux viser cette neurone, faire une électroporation. Donc ici, par exemple, vous voyez juste le neurone en rouge a été électroporé d'une façon à exprimer un récepteur qui va amener une infection par le virus de la rage qui a été modifié génétiquement pour exprimer GFP. Et comme ça nous permet de voir toutes les neurones présynaptiques, c'est-à-dire des neurones qui fournissent des inputs à cette cellule-là. Et en répétant l'expérience, en montrant plusieurs photos à toutes ces neurones ici, nous pouvons trouver, OK, la cellule qui répond à des images de souris reçoit comme input des autres cellules. Il y a une cellule qui donne des petites formes qui ressemblent à des oreilles, d'autres neurones qui ressemblent à des bouches. Et comme ça, nous pouvons voir comment l'information des neurones présynaptiques est combinée par le neurone qui a été visé au début de l'expérience pour essayer de comprendre quel est le traitement d'information qui se passe quand l'information transite entre les différentes neurones. Et ça, c'est vraiment pour le futur, là. C'est le projet pour le prochain couple d'années ou plus. Avec ça, c'est la fin de la présentation. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont collaboré pour ce projet, surtout Stuart Strandholm, mon superviseur, qui est vraiment génial. Aude Villemin, c'est la lab manager qui m'a aidé avec l'entretien de souris et tous les supports qui fait rouler le laboratoire. Et aussi nos collaborateurs Mila, Arna Ghosh et Blake Richards qui sont en train de développer les modèles d'apprentissage artificiel. Et aussi McGill, le neuro et Cerveau en santé, Vie en santé qui nous a fourni des fonds de recherche. Et merci à vous d'être là. Merci, c'est un grand plaisir.